Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast de Paris Basketball On Air et dans ce débrief consacré à l'affrontement entre Paris et Monaco, une rencontre qui, si vous avez un peu vu le score, si vous avez suivi un peu la rencontre, a facilement tourné à l'avantage du Rocher, 103-81. Il n'y a pas eu de débat, une nouvelle défaite pour les Parisiens qui encaissent encore plus de 100 points, qui s'enlisent un petit peu dans la crise depuis quelques semaines maintenant avec les blessures. Et pour ne pas trahir de secret, le seul chroniqueur qui a vu et qui a eu la peine d'être devant cette partie, c'est Lilian qui m'accompagne ce soir sur cet épisode. Salut Lilian. Salut Fabien, salut à tous. Bon, on va dire que c'était pour toutes les autres fois où je n'ai pas regardé les matchs et où vous êtes souvent tapé surtout toi Flavien, tu t'es parfois tapé des vraies purges. Donc voilà, il fallait bien un peu que la roue tourne. La retourne et effectivement là, c'est vrai que toi t'es tombé sur, on va dire sur le mauvais côté de la pièce. Donc 103-80 pour Monaco qui a globalement dominé les débats du début à la fin. Il n'y a pas forcément eu il n'y a pas eu un moment où Paris, on a, en tout cas les Parisiens ont cru l'emporter. Les Monégasques ont remporté les 4 cartons plutôt aisément. Une évaluation collective assez impressionnante par rapport à celle des Parisiens. Je te laisse démarrer, Lilian. Qu'est-ce qu'on retient globalement de cette partie du côté parisien? Bah, une partie qui, un petit peu comme les dernières prestations parisiennes depuis la mi-janvier, une partie assez compliquée. Toujours l'absence de Kyle Allman qui pèse énormément sur l'effectif parisien. Alors pour cette rencontre, il y avait le retour de Julian Bégarin qui a fait pas un petit peu de bien, mais qui a un tout petit peu changé quand même la manière dont a fonctionné l'équipe à Monaco. Mais voilà, alors Paris a très bien débuté la rencontre pendant 3 minutes, le temps de mener 11-2. Mais après, Monaco a mis la machine en route. Et surtout, ce qu'on peut, je pense, le principal enseignement qu'on peut retirer de cette rencontre, c'est que Paris a pour une fois, et pourtant on vante Paris sur cet aspect depuis le début de la saison, Paris a trouvé en face de lui ce dimanche du répondant physique à Monaco. On le savait déjà lors de la précédente confrontation à Roland-Garros. On savait que Monaco, bah voilà, c'est une équipe qui joue l'Euroleague, qui a un fort effectif, mais qui a surtout un effectif avec des joueurs très très athlétiques. La nouvelle addition d'il y a peu de temps, Shima Moneke en est un exemple, Don Taol aussi, on en reparlera un petit peu. Mais je trouve que c'est ce qui a vraiment fait la différence sur le Rocher ce dimanche, c'est que Paris a été bouffé dans l'intensité, que ce soit dans la pression défensive qu'ont pu mettre les hommes de Sasa Obradovic, ou que ce soit pour défendre sur les joueurs monégasques. Monaco qui a shooté, je crois, une trentaine de lancers sur l'ensemble du match, 19 rien que sur la première période. Et ils n'ont pas cessé d'agresser, d'aller vers le cercle parisien en tout cas. Et c'est ce qui a fait la différence face à Paris. Bon, vous l'aurez compris, on va pas forcément être encore une fois très positif sur un débrief de match. Lilian, je te propose que, au lieu d'aller dans le négatif tout de suite, commencer peut-être par le positif. Est-ce que tu retiens au moins quelque chose qui ferait plaisir côté parisien ce soir, même si c'est pas forcément évident? Bah, on peut retenir le fait que Paris a retrouvé de l'adresse, alors notamment en première période, c'est ce qui leur permet de tenir, hein, parce c'est ce que je vous disais dans notre conversation ensemble, c'est que Paris était clairement dominé, mais resté dans le match grâce à son adresse à 3 points. Il y a 7 sur 17 à 3 points à la mi-temps, et ça permet d'être, on va dire, seulement entre guillemets, à une dizaine de points de Monaco. Autre point positif, toujours sur l'adresse au lancer franc. Et c'est quelque chose que j'avais moi-même pointé du doigt dans le podcast qu'on avait fait en ce début d'année sur les bonnes résolutions que devait prendre Paris. Et c'est un point positif parce que ça avait été notamment un péché mignon lors du match à Dijon, ouais, il me semble. C'est ça où Paris avait été assez maladroit au lancer franc. Là, pour le coup, beaucoup de réussite, notamment Ismaël Kamagaté qui avait eu un mauvais passage à Dijon. Donc voilà pour les points positifs, c'est à peu près tout parce que franchement, Paris a été dominé dans la plupart des débats. Et si je dis que Paris a une bonne adresse à 3 points, c'est aussi parce qu'ils sont un petit peu entêtés dans cet exercice-là. Alors avec réussite, notamment en première période. Mais j'ai trouvé que Paris n'avait aucune solution à part ce tir extérieur. Ils n'ont pas essayé de chercher notamment des solutions à l'intérieur qui auraient peut-être permis une certaine alternance et permettre d'un petit peu troubler cette défense de Monaco. Est-ce que le fait que, peut-être que je lance un pavé dans la main, mais est-ce que le fait que on ait des absences, notamment Kyle Allman Jr., notamment Axel Toupane qui était absent pour cette rencontre, est-ce que ça change vraiment, ça change la donne ou l'équipe de Monaco a vraiment largement un ton au-dessus?
Bah, on a bien vu que l'absence de Kyle Allman, elle pèse dans la donne depuis un certain moment. Bah, on en parlait sur le fait que derrière Tyrone Wallace, bah, il y a plus vraiment il y a plus de porteur de balle principal, en tout cas de créateur pour les autres. Et ça, enfin, c'était encore flagrant face à Monaco, même si bah, Juan Bégarin peut un petit peu embrasser ce rôle. Je trouve qu'il l'a pas fait et qu'il s'est vraiment entêté dans des solutions personnelles, mais j'ai envie de dire, ça c'est une remarque que je peux faire pour tous les fictifs parisiens. Parfois, c'était un petit peu chacun qui tentait sa petite solution personnelle. Le seul qui a peut-être tenté de créer un petit peu pour les autres, c'est Michael Rowe, que je trouve que c'était le premier match que je voyais de lui en entier. Et je trouve qu'il est intéressant quand il tient un petit peu la balle. Alors pas sur de multiples possessions, mais les quelques fois où il l'a fait, il a notamment joué quelques pick and roll, normal avec son nom. Mais je trouve qu'il a vraiment été intéressant dans cet aspect-là. Et c'est les seuls moments où on a vu une attaque parisienne un tout petit peu fluide qui cherchait à faire plus de 2-3 passes. Sinon, c'était vraiment beaucoup de solutions personnelles. Ouais, tu parles de rôle, on en parlait déjà dans le podcast, on avait parlé un peu des arrivées là, en fin de semaine dernière, et puis même sur le débrief un petit peu contre Dijon. C'est vrai que Michael Roll, pour tenir la balle, en tout cas, il y a des choses qui sont vraiment intéressantes, et tu parlais de cet aspect du pick and roll, justement. On a vraiment l'impression que ça va être une arme qu'il va utiliser assez régulièrement et de manière assez efficace quand il va avoir le ballon dans les mains. Alors bon, là en ce moment, c'est pas dit qu'il l'est quand Kyle Holman va revenir. On sait pas encore quand KJ sera de retour. Il va être réévalué là dans la semaine. Mais on va dire que c'est une solution de secours qui, bon, qu'on l'a contre les top teams comme Monaco, c'est encore juste. Mais pourquoi pas pourquoi il y aura la réception de Pau la semaine prochaine. Pourquoi pas le voir dans cet exercice, pardon. Est-ce que tu avais d'autres choses, ou est-ce qu'on passe à cet aspect tactique que tu citais un petit peu en début de podcast? Non, je pense qu'on peut y aller, mais je pense que ça aura peut-être pas échappé à nos auditeurs qui auront vu le match. Quand je disais que Paris s'est entêté à 3 points, ben le parallèle que je fais, c'est qu'en fait, les intérieurs parisiens n'ont pas du tout été servis. Alors, Ismaël Kamagaté il termine plutôt avec une fiche honorable. Je crois qu'il marque 13 points, notamment 7 sur 8 au lancer. Il a 8 rebonds, mais je me le suis noté, la première fois qu'on a servi Ismaël Kamagaté, que ce soit sur pick and roll ou au poste bas, c'était en début de troisième quart-temps. Il y a, je crois, Tyrone Wallace lui file un moment la balle au poste bas, il se retourne très vite. Après, Michael Wall, à un moment, le sert sur justement un pick and roll. Et c'est là que enfin, même les commentateurs de Bean s'en sont bien rendus compte également. C'est que Paris comme parfois cette saison ça peut arriver, Paris oublie de se servir de ses intérieurs. Alors que sur un match comme ça, où justement, bah, tu le disais, Alman pas là, Toupane en plus qui est également absent, bah, pourquoi ne se pas se servir de ces intérieurs qui sont en plus très polyvalents, que ce soit bah, Ismaël Kamagaté pour rouler vite vers le cercle, Evans que tu peux un petit peu utiliser à mi-distance comme un Sims, qui s'écarte davantage, qui n'a pas forcément ce profil d'intérieur pur. Mais voilà, moi, ça m'a encore une fois ce manque d'alternance et cet entêtement à vouloir absolument shooter à 3 points. Je trouve que c'est quelque chose enfin, c'est quelque chose qui se répète dans la saison et c'est dommage quand tu vois que tu as Ismaël Kamagaté, il est efficace sur ce match. Donc, pourquoi ne pas plus s'en servir, ne pas plus le mettre en confiance? En plus, il provoque également beaucoup de fautes, 5 sur ce match. Donc vraiment, c'est quelque chose qui m'a marqué et c'est dommage que enfin pas inlassablement, mais que ce soit des choses qu'on remarque et qui se répètent dans le temps. Et c'est préjudiciable pour Paris de s'entêter dans ce tir extérieur, surtout quand on voit que parfois la réussite n'était pas. Elle l'était en partie ce dimanche, mais voilà, il y aurait pu y avoir un petit peu plus d'alternance face à Monaco. Moi, j'ai peut-être une réponse, en tout cas un élément de réponse à peut-être t'offrir, c'est que, et ça fait glisser justement sur l'aspect tactique de cette partie, on a vu Paris quand même largement dominé par les intérieurs. C'est que les intérieurs de Monaco ont vraiment fait la misère à Paris. Quand tu vois le match de Shima Moneke par exemple, le match de Don Taol en défense qui est absolument impressionnant. Toi, tu penses pas que justement le fait d'avoir eu deux joueurs qui ont été à ce niveau-là, je crois qu'ils ont 24 et 23 déballes tous les deux, ils ont eu de la réussite, certes en attaque, mais surtout en défense, notamment pour Don Taol, qui a été vraiment un protecteur de cercle
vraiment efficace et très dissuasif. Comment est-ce que justement le fait que ces intérieurs monégasques soient aussi en forme, aussi forts contre toi, ça t'a pas forcé justement à plutôt aller sur tes joueurs extérieurs, notamment Tyrone Wallace qui a 4 sur 15, 4 sur 15 au tir et qui fait pas forcément un très bon match. C'est possible, mais en même temps, alors je dis que Paris s'est entêté à 3 points, mais il y a quand même, notamment en première période, eu pas mal de tentatives d'aller au cercle. Mais en fait, le problème, c'est que, comme on pouvait des fois le dire en début de saison, par exemple à Tyrone Wallace, qui va un peu se heurter contre la défense monégasque, bah, c'est un peu ce qu'on a vu se reproduire ce dimanche. Je cite Tyrone Wallace, mais également Juan Bégarin, qui s'est souvent heurté face à un mur. Monaco qui vraiment avait pour volonté de défendre son cercle. Et et les fois où tu as justement servi tes intérieurs avec de la vitesse, Ismaël Kamagaté qui roule vite vers le cercle, là tu pouvais prendre un petit peu de vitesse les intérieurs de Monaco. Mais c'est sûr que si tu commences à driver de la ligne à 3 points et que tu files direct, tu essaies directement d'aller vers l'arceau, bah, je vais dire Nantaoul en plus d'avoir des bras gigantesques, il est également assez rapide avec ses pieds, donc il pouvait se mettre en face. Donc c'est ça aussi qui a pêché, c'est des fois d'un petit peu de lever la tête et essayer de servir un intérieur qui coupe ou qui est un petit peu écarté du cercle pour essayer de se faire un chemin. Je trouve que Paris, des fois, c'est un petit peu cassé les dents sur la défense de Monaco. Ouais, parce que tu regardes un peu les statistiques. Sims a été très bon, enfin très efficace au scoring, mais c'était surtout en début de match, si je dis pas de bêtises. Un Jeremy Evans n'a pas du tout été trouvé et pas forcément été dans le bon tempo. Ismaël, tu l'as cité un peu plus avant, lui a trouvé ses marques, mais c'est vrai qu'on voit pas forcément les intérieurs parisiens briller. Et ce qui est un peu étrange, je te relance là-dessus, mais c'est la force du Paris Basketball, justement, cette domination athlétique, savoir courir et sauter haut et tu t'es peut-être heurté ce soir contre une équipe qui était peut-être mieux armée sur ce style de jeu-là. Ouais, et puis aussi, pour ajouter sur la petite différence que tes intérieurs sont aussi moins servis, heu, là aussi, ça fait écho à l'absence de Kyle Allman. Kyle Allman qui trouve énormément, par exemple, Ismaël Kamagaté sur des petits jeux, de alley-oop et ben, Tyrone Wallace, il a pas forcément cette relation-là avec ses intérieurs. Donc ça joue aussi également, ça enlève on va dire, allez, par match, 4 5 possessions, mais tout de suite, ça changerait la donne. Et oui, pour continuer sur ce que tu disais, bah Paris est tout simplement tombé face à une équipe d'Euroleague qui, je trouve, parfois on peut, quand on regarde des matchs de Monaco, on peut se dire ah, ils sont un petit peu en dilettante face à certaines équipes, ils mettent pas forcément les ingrédients pour remporter le match. Bah là, je trouve que pour le coup, Paris est aussi tombé sur une bonne équipe de Monaco. Il n'y a pas que la prestation, enfin la mauvaise prestation parisienne a été aussi engendrée par la bonne partition des joueurs de Monaco. Et parmi les joueurs athlétiques, voilà, Moneke, Donta Hall, et même des joueurs, c'est des joueurs qui sont aussi, qui prennent de la place, entre guillemets, des Motié Younas, des Jordan Lloyd, qui a été également très bon. Franchement, Paris n'a pas fait un bon match, mais c'est aussi en grande partie dû à la performance des joueurs de Monaco. J'ai une petite question avant de passer sur le joueur du match. Quand je vois on va dire les minutes des jeunes parisiens, mais Merlin Crespin 12 minutes, 7 minutes pour Mohamed Diawara et Mohamed Diawara et Kylian Malouaya, j'arrive pas. Est-ce que, enfin moi c'est une question, mais comme justement j'étais pas devant le match, que je me pose, c'est est-ce que Paris a peut-être pas abandonné un peu vite l'idée de gagner ou perdre ce match? Bah, c'est vrai, quand tu as fait cette remarque dans notre conversation WhatsApp, j'y avais pas pensé au début, et c'est vrai qu'après, après coup, je me suis dit, ouais, bon, la rencontre semblait perdue. Je voyais, par rapport au momentum de la rencontre, on voyait pas les Parisiens revenir. Mais c'est vrai que moi aussi, après, je me suis dit, ouais, il va y avoir 6 minutes de blowout. No offense aux jeunes, mais voilà, quand tu mets tes trois espoirs sur le terrain, c'est un peu que tu rends les armes. Et c'est vrai qu'il y avait ça oscillait l'écart entre plus 18 et plus 22. Il y avait de grandes chances que tu perdes ta rencontre, mais c'est vrai que c'était s'avouer vaincu un peu tôt. Alors après, voilà, Paris a un calendrier assez dense, des blessés qui plus est. Donc bon, il y avait certainement un petit peu de gestion aussi. Quand tu sais qu'en plus, bon, t'es mené de 20 points face au premier du championnat. En même temps, ça peut se comprendre, mais je comprends aussi ton point de vue qui fait que peut-être qu'on a rendu un petit peu les armes plus vite. Maël Crespin peut-être un petit peu plus de minutes que les autres jeunes parce qu'il est rentré en fin de troisième quart-temps, notamment parce que Jeremy Evans avait un problème de faute. Mais oui, c'est vrai que les trois jeunes joueurs sont rentrés. Ils devaient rester 6 minutes dans le quatrième quart-temps.
Je te propose qu'on passe sur le joueur dont on voulait parler ce soir, qui faisait son retour justement après une blessure à la cheville, c'est John Bégarin. Qu'est-ce que tu as pensé de sa partie? Tu m'avais dit qu'il s'était un petit peu fait mal pendant le match. Il finit à 9 points, 5 d'évaluation. Bon, peut-être on reste un peu sur notre fin encore une fois sur John. J'ai envie de dire, c'est typiquement le genre de match de Juan que je n'apprécie pas trop. Alors oui, il y a eu une petite alerte en début de match où il fait une tentative de drive et il y a une faute d'un joueur de Monaco et en fait, dans l'élan, Juan Bégarin retombe assez violemment sur le dos. Et heureusement, il y avait plus de peur que de mal a priori. Il a pu reprendre sa place par la suite. Mais ouais, beaucoup. Dans mon imaginaire, je me disais en début de match que son retour allait permettre un petit peu plus de fluidité en attaque, notamment quand Wallace n'est pas sur le terrain. Mais je sais pas, il n'a pas forcément cherché en tout cas la plupart du temps où il avait le ballon, j'ai pas trouvé qu'il a essayé de chercher ses coéquipiers. Il cherchait plutôt la solution individuelle. Euh, Ça m'a plutôt déçu de sa part, surtout que c'était un aspect de son jeu que parfois enfin, on a pu le voir évoluer sur cette partie-là de son jeu. Donc j'ai trouvé ça dommage que là, il avait peut-être potentiellement un terrain pour s'exprimer et il ne l'a pas exploité. Il n'a pas forcément été en réussite sur son tir, ni sur son drive. À un moment, il fait une tentative de dunk sur Danta Hall, mais c'était assez ambitieux justement. Et c'est là où des fois peut-être Juan devrait aussi, il a, on va dire, cette envie de spectacle parfois. Et c'est vrai que des fois il pourrait peut-être au lieu d'éviter de tenter un dunk, essayer plutôt peut-être un lay-up. Après ça fait partie de son jeu, c'est aussi pour ça qu'on apprécie le joueur. Mais voilà, une prestation après c'est son match de retour aussi, c'est jamais évident, mais je m'attendais peut-être à mieux, notamment pour driver l'équipe. Ça n'a pas été le cas. Peut-être qu'on verra ça si Alman ne revient pas encore pour les 2 derniers matchs avant la trêve. Peut-être qu'on le verra peut-être un peu plus évoluer dans ce registre. Moi, j'ai un peu peur que Holman, on fasse une croix un peu sur son retour Mm. d'ici la trêve. J'ai un peu de mal. De toute façon, s'il revient, c'est juste Après, pour. le match de Pau pourrait être assez décisif hein, et pourrait peut-être contraindre le staff parisien à le faire jouer. Ouais, parce que c'est ce que j'allais dire. Il sera pas là pour Budugnost, Podgorica mercredi. À la limite, il pourrait être là dimanche. Effectivement, ça dépend aussi dans. De toute façon, c'est pas que ça dépend. On sait déjà globalement dans quelle situation se situe Paris et bah, petit à petit, à force de perdre des matchs en mois de janvier, Paris dégringole, hein, Paris qui était presque huitième à la mi-janvier, qui se retrouve désormais 12e avec le même bilan que par exemple le Portel, qui a encore gagné ce week-end et qui a qu'une seule victoire justement d'avance sur Pau. Peut-être qu'il faudra mettre les bouchées doubles et peut-être pourquoi pas réveiller Kyle Holman, le sortir du sarcophage pour le faire jouer dimanche. En tout cas, c'est vrai que ça commence à glisser. Je sais pas si tu as un dernier mot sur ce podcast ou alors on finit tranquillement. Ben, j'ai bien peur que tant qu'il n'y a pas le retour de Hallman, ça va continuer à glisser de la sorte, à moins qu'il y ait, voilà, qu'il y ait un pic d'adresse, par exemple, avec le retour à domicile, ça peut jouer. Mais c'est vrai que je suis assez inquiet, là. Les dernières prestations de l'équipe ne sont vraiment pas encourageantes et on voit pas les signes d'amélioration qu'on avait pu voir en début d'année, notamment sur la défense, sont assez absents. Et ça, on peut pas vraiment l'imputer à Allman, ni à Toupane qui a pas loupé non plus pléthore de matchs. Là. Donc ça, pour le coup, c'est assez inquiétant. Après, il faut voir aussi en championnat que Paris, là, sur les 2 dernières semaines, affronté deux équipes du top 4 qui elles, sont vraiment sur un rythme vraiment exceptionnel. Dijon certes, c'est on va dire une bavure pour de ne pas l'avoir remporté vu le scénario de la rencontre. Par contre, bah, forcément, si tu joues contre Monaco, qui a déjà 3 victoires d'avance sur le deuxième, bon, tu te dis que avec Ousmane Holman, peut-être que la chanson aurait été pareille et que tu repars avec deux défaites. Là, je pense que c'est plutôt justement sur les matchs contre Pau où tu dois peut-être te tester, voir si ton groupe est capable de réagir. Tu auras un match d'Eurocup dans la semaine. Est-ce que bah, tu prends le choix aussi de pas forcément mettre beaucoup de billes dessus et vu que la qualif en playoff est déjà actée, que tu vois quand même les équipes devant au classement prendre un peu d'avance, est-ce que ça vaudrait pas le coup justement de prioriser là, le match contre Pau avant la trêve plutôt que justement d'être tranquille, de le bazarder et de te retrouver vraiment encore une fois à la trêve avec le même bilan que le 17e du championnat. Quoi.
Ça pourrait être le cas, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on dit ça, Paris se relance en Eurocup. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on est un petit peu en mal de confiance, l'Eurocup, c'est un petit peu un exutoire pour les Parisiens. Mais c'est pour ça que je tiens à le dire, c'est vraiment plus le contenu des prestations qui me chagrine plutôt que les résultats en eux-mêmes. On va pas dire qu'ils sont logiques, mais bon, on s'attendait à une défaite à Monaco, une défaite contre l'Asvel à l'Accor Arena, ça n'a rien de déshonorant. Mais voilà, c'est plus dans pas d'évolution dans les. On a l'impression que voilà, des fois il n'y a pas d'adaptation par rapport d'un match à l'autre, et c'est plus ça qui me chagrine que le bilan comptable en lui-même, même si là, pour le coup, il devient inquiétant avant d'affronter Pau. Ah bah justement, le truc d'adaptation, c'est des choses qu'on soulignait en début de saison, je me souviens, avant le bon passage au mois de novembre, début décembre. Justement, on parlait de calendrier, il y a donc l'Eurocup, 2 matchs à domicile, Paris qui revient enfin sur ses terres après avoir fait un bon road trip, que ce soit un peu en Europe, là, parce qu'ils ont été quelques jours à Grande Canaria, puis direct à Monaco, ils sont pas repassés par Paris. Là, ça va être la réception mercredi à 20h30 de Budugnos Podgorica. Justement, match important parce que les deux équipes ont le même bilan, 8 victoires, 5 défaites. Paris s'était imposé un peu par surprise à l'aller. Je me souviens qu'on avait été plutôt surpris de la victoire parisienne. Paris qui est actuellement 5e, donc voilà, c'est un match pour soit rester dans le top, pas loin en tout cas du top 2-3 avec Ankara et Tel Aviv, ou alors te retrouver 6e avec certes de l'avance sur Londres, mais pas forcément du coup un train de retard, on va dire, sur les premières têtes. Et puis dimanche, nous on va se retrouver dimanche pour le débrief du match contre Pau. Si je dis pas de bêtises, c'est à 17h dimanche. Ouais, c'est bien ça. 17h dimanche pour Pau, une victoire impériale pour Paris avant de passer quelques petites vacances. On l'espère pour eux, avec un bol d'air frais et pas forcément la crise qui toquerait à la porte. Comme je vous le disais, du coup, on va se retrouver nous dimanche prochain pour le débrief entre Paris et Pau. Prenez soin de vous et à très bientôt. Merci de nous écouter. Salut.